Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous construisons sans le savoir, en l'ignorant encore, au niveau de l'humanité tout entière, notre paradis. Nous construisons le paradis, nous construisons un monde idéal, finalement, et nous l'ignorons. Nous y travaillons sans le savoir. Alors évidemment, ce n'est pas pour tout de suite, il faudra encore quelques siècles d'évolution, peut-être 3, 4, 5 siècles, peut-être davantage. Mais en tout cas, la plus grande partie de notre évolution a été réalisée, de notre évolution vers cette finalité, a été réalisée. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on peut mesurer le temps qui s'est écoulé à faire progresser tout un tas de choses pour nous conduire à cette prise de conscience que nous avons aujourd'hui. Il y a un niveau de conscience assez important, un niveau de conscience universel. On est conscient qu'on appartient au même groupe humain, qu'on est un même village planétaire. C'est un peu nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est la première fois que l'ensemble humain se connaît. Au XVIe siècle ou au XVe siècle, il y avait encore des tas d'endroits qui n'étaient pas mis en relation. Maintenant, on est reliés, finalement, même s'il y a des tensions, même s'il y a le nationalisme, les pulsions humaines qui sont encore là et qui entraînent des violences, des haines, des guerres, des choses comme ça. Tout ça sera travaillé, résorbé progressivement. On finira par faire de l'homme un frère pour les hommes et non pas un loup pour les autres hommes. Ça, c'est clair qu'on finira par atteindre cet état-là. On a tous les moyens pour le faire. On a la psychologie, on a l'éducation, on a le travail sur les gènes, on a tout un tas de choses qui fera, selon moi, qui fera que l'homme ne sera plus un danger pour l'homme à un certain moment, parce que l'homme ne supporte pas, en réalité, qu'il y ait des hommes qui abusent d'autres hommes. On voit à quel point, quand il y a un crime, une malversation, à quel point ça révolte l'humanité. Et ça ne cessera pas de révolter l'humanité, et obligeant les dominants à progressivement dominer ces pulsions négatives. Voilà. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie souvent sur des... Je prends prétexte, en fait, sur des vidéos, des podcasts, des ouvrages, des livres. Et donc, je les utilise un peu comme juste pour aiguiser mon esprit atypique. Voilà. Donc, là, par exemple, je travaille depuis ça fera la 5e vidéo, sur des vidéos qui ont été mises en ligne à partir de janvier 2024 sur France Culture, dans une émission qui s'appelle Avec Philosophie et qui était consacrée à Karl Marx. Donc là, je suis sur l'épisode 1 sur 4, Marx et le jeune hegelianisme, de l'adhésion à la rupture. Alors je relance l'audio et puis éventuellement je commente quand j'ai envie de commenter. Le style quand même, Pauline Clochec. La presse censurée n'est qu'un avorton parfumé. Il dit ailleurs un préservatif contre la vérité. Alors là, c'est Marx qui critique le fait que la presse était censurée au XIXe siècle. Bon, elle l'est toujours. Hein. Il n'y a pas... la censure a changé. On est passé de la censure pure et dure de l'État sur la presse à une sorte de manipulation
par l'oligarchie. L'oligarchie s'est organisée pour acheter les télévisions, les médias, etc. Et indirectement, par la corruption, il les maîtrise. C'est simplement en mettant le libéralisme à l'intérieur de cette corporation, c'est-à-dire que les journalistes sont sur des sièges éjectables, ils peuvent être virés comme ça du jour au lendemain. Donc, à partir de là, la relation est complètement différente. Donc, il y a ce moyen de pression, puis il y a le fait d'être surpayé. Par exemple, les animateurs sur CNews, BFM, LCI, etc., sont sans doute payés 30 ou 40 000 euros par mois. À partir du moment où on surpaye un individu par rapport aux autres, on le fait passer un petit peu du côté de l'élite, et après, lui-même, il ne peut pas mettre en danger sa position, son travail, parce que retrouver un travail comme ça, c'est très difficile. Et puis perdre un travail comme ça quand on est organisé avec des crédits, une forme de vie qui est avec tant d'argent, on peut pas décider, on n'est pas libre de le quitter, de le perdre, d'arriver à trouver un travail qui est pas rémunéré comme ça. Donc, c'est des pièges qui ont été tendus à cette corporation et qui fait que on a les médias comme ça, comme n'importe qui peut remarquer quand il écoute ces chaînes d'information continue et qui appartiennent aux oligarques. Donc voilà, on est dans une autre oppression, mais l'évolution, elle se fait comme ça en règle générale. Il y a quelque chose de très dur. Après, ça devient une manipulation. Et on le voit par exemple dans la politique. Dans les années 30, c'était les dictateurs. Le système des dictateurs était naturel. On n'avait rien contre les dictateurs. Les dictateurs ont fait ce qu'ils ont fait dans les années 30, 40, les guerres, etc. Donc, ils ont été écartés du système. Maintenant, on ne peut plus mettre des dictateurs. Il en reste très, très peu sur la planète. Donc, les dictateurs ont laissé la place aux manipulateurs narcissiques. Mais c'est les enfants directs des dictateurs. Les dictateurs ont évolué en douceur, se sont adoucis en devenant des manipulateurs narcissiques. C'est ce qu'on a eu comme chef d'État depuis 30 ans. Voilà. Et donc, ceux-là vont être maîtrisés. On sortira aussi de ce mécanisme de dictateur, d'oppression, mais voilà, l'évolution de l'humanité se fait lentement comme ça. C'est une transformation lente. On est obligé de passer d'un système dur à un système moyennement dur, à un système un peu moins dur, à un système parfait. Voilà, c'est comme ça que l'humanité évolue. On va apprendre à maîtriser ces pervers narcissiques qui sont au pouvoir. Ils sont encore là. Ils ont la télévision, les médias sont organisés pour faire élire ces personnages, mais ces médias qui sont aujourd'hui sous la coupe de l'oligarchie, eh bien, ils seront rendus au peuple. C'est clair, il faudra peut-être 10, 20, 30, 40, 50 ans, peut-être 100 ans, peu importe. Mais à un certain moment, l'humanité prendra conscience que c'est extrêmement criminel d'avoir donné ces médias à cette oligarchie, à l'oligarchie, et donc les médias seront libérés de l'oligarchie. Et à ce moment-là, les hommes politiques que l'oligarchie met en place et qui sont sous
sous l'aspect du narcissisme, parce qu'ils correspondent aussi au narcissisme de l'oligarchie. L'oligarchie fait élire des êtres humains qui leur ressemblent en réalité. Et quand les médias viendront dans le giron du peuple, eh bien, les hommes politiques seront à l'image du peuple qui est par essence beaucoup moins pervers, beaucoup moins tordu, beaucoup moins narcissique, beaucoup moins agressif que l'oligarchie en réalité. Voilà, ça, c'est pas des questions à critiquer. Si l'humanité évolue vers la démocratie, c'est pas pour rien. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. Et c'est pas pour rien. Sinon, on évoluerait vers l'aristocratie, vers la dictature, vers l'oligarchie. Non, on sort progressivement de ces systèmes pour aller vers la démocratie. Et la démocratie, c'est la souveraineté du peuple. C'est parce que le peuple est par essence plus doux, moins narcissique, plus fraternel, etc. Donc, c'est pas, l'humanité ne se trompe pas dans son type d'évolution. Voilà. Pardon. Les métaphores sexuelles sont loin d'être rares sous la plume de Marx. Et c'est le contraire donc d'une pensée vivante, critique, qui elle-même est son propre tribunal. Là, on entend encore l'héritage d'Emmanuel Kant, les ambitions de la Révolution française qui avait donné la liberté de la presse. Après, ça n'a pas duré. C'est un Kant étonnamment, c'est un Marx étonnamment kantien qu'on a là. Si on connaît surtout la suite, on est un peu étonné, mais c'est vraiment l'idée d'une émancipation d'un peuple par la presse. Marx, effectivement. Mais c'est tout simplement une intelligence. C'est clair que l'émancipation de la presse, c'est une nécessité. C'est pas. Il n'y a aucune raison d'accepter que la presse et que les médias soient sous une coupe, n'importe laquelle. Ils doivent être libres et complètement indépendants. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Donc, c'est juste normal ce que pensait Marx. Et c'est quelque chose contre laquelle on doit lutter, l'oppression de la presse, des médias. Aujourd'hui, l'oppression qu'ils ont de la part de l'oligarchie, eh ben, il faut lutter contre, c'est légitime. Et Marx, aujourd'hui, lutterait contre l'oligarchie qui détient les médias, contre les Xavier Niel, Bolloré, Drahi, etc., qui tiennent l'ensemble des médias. Effectivement, à cette époque, s'inscrit dans un paradigme politique qui est libéral et qui donne, à la suite de Kant, mais aussi de Wilhelm. Alors, voilà, à l'époque, l'idée du libéral était formidable. C'était la liberté qui était derrière. Donc, le libéralisme venait pour libérer l'humanité. Et c'est ce qu'elle a fait à un certain moment. Elle l'a libérée des oppressions des chefs d'État de l'époque, qui étaient en France Napoléon III, etc. Donc qui avait le libéralisme était là pour amener cette liberté. Simplement, comme tous les systèmes, ils finissent par se corrompre, ils finissent par entraîner quelque chose de négatif. Et c'est ce qui s'est passé avec le libéralisme, avec qui a donné le capitalisme. Et le capitalisme, voilà, et maintenant, on doit dépasser le capitalisme. C'est simple, on doit aller vers quelque chose de symbiotique, d'universel, de respectueux, une compétition respectueuse et non pas la compétition meurtrière qu'on connaît, qui
et perverse en fait. Je mets souvent le mot pervers, mais c'est pas de la perversion, c'est la perversion au sens narcissique du terme, c'est-à-dire voilà, des choses qui ne respectent pas les règles, qui cherchent à abuser autrui d'une manière indirecte. Paul Humboldt, qui, pour l'espace germanique, sont les pères fondateurs du libéralisme allemand, et qui donne donc une place centrale à la presse comme étant l'organe qui permet à un peuple, alors non pas de s'autogouverner, ça n'est pas une position démocrate, mais du moins de se forger une culture, rationnelle qui parvienne, par le biais d'une presse non censurée, à élever ses revendications jusqu'au gouvernement. Donc on a un modèle politique qui est celui de la recherche d'une autonomie de la société civile contre tout abus de l'État, contre tout abus de la puissance publique. C'est en cela qu'il y a d'ailleurs une forme déjà de restriction, une forme de critique implicite par rapport à Hegel. Mais cette autonomie de la société civile n'est pas pensée encore dans un autogouvernement, elle est pensée à travers ce mouvement ascendant de rationalisation qui part depuis la vie du peuple et qui, via la presse et le travail de la critique, le travail des intellectuels de la presse, émane jusqu'au gouvernement. Alors, Michael Lewis, ce qui est évidemment significatif c'est bien que le rôle de la presse, des médias en réalité, c'est d'être l'intermédiaire, le protecteur du peuple, entre le peuple et les dominants. Voilà, il doit être positionné là, ni d'un côté ni de l'autre, comme le protecteur de la voracité du système dominant, qui est normal, hein, c'est pas quelque chose... l'oligarchie, par exemple, son rôle, son but, c'est de dévorer de plus en plus, d'avancer, de grossir de plus en plus, etc. C'est légitime. Il y a pas, ce mécanisme-là, il est pas négatif en soi, dans la mesure où il est jugulé, où il est contrôlé, où il est critiqué. S'il est critiqué, il n'y a aucun problème. Mais si on lui laisse la toute-puissance, l'oligarchie devient ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire quelque chose de complètement hallucinant. Voilà, il n'est pas normal que des Elon Musk aient le pouvoir qu'ils ont. Voilà, à un certain moment, le système, si la presse était vraiment, si les médias étaient libres, il dirait, ça c'est terminé, il faut que ce genre de Meta, X, machin... Instagram, TikTok, ça doit revenir dans le système public. Ça doit être universel, ça doit appartenir au peuple, ça ne peut pas appartenir à des êtres humains particuliers. C'est quelque chose qui... donc on doit nationaliser, universaliser, en somme, ce genre de choses pour que personne ne puisse y mettre abuser de leur toute-puissance. Et ça, c'est valable pour tout ce qui est, pour toutes les multinationales qui peuvent dépasser des États, etc. Donc il devrait y avoir, si on était un petit peu intelligent, si on avait compris le sens de l'orientation de l'humanité, toutes ces multinationales, dès qu'elles atteignent un certain point, on les laisse grossir, grandir, parce que c'est l'énergie de ces dominants qui ont une énergie créatrice, entrepreneuriale importante. Et puis, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau, ils passent dans le giron de l'universel. Et donc, on crée une structure universelle. Comme on a créé l'ONU, comme on a créé l'UNESCO, comme on a créé l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale du travail, etc. On crée l'Organisation mondiale des entreprises ou de l'entreprise, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et donc, toutes ces grandes multinationales reviennent au niveau, sont gérées par un système universel qui
qui en écarte l'oligarchie, voilà, de leur toute-puissance. Les formules qu'on a entendues, c'est l'idée qu'elle fasse un lien, la presse, entre ce qu'il appelle le monde réel, plus tard il dira le monde des luttes réelles, et le peuple, le monde idéal, c'est-à-dire en fait le monde des idées. Et d'ailleurs, donc les intellectuels. Marx en décembre 1842, en écrivant, je cite, « Ce qui fait du droit de la presse le plus puissant levier de la culture et de la formation intellectuelle du peuple, c'est précisément qu'elle transforme le combat matériel en un combat d'idées, le combat de chair et de sang en un combat des esprits, le combat du besoin, du désir, de la réalité empirique en un combat de la théorie, de l'intelligence, de la forme. » Il est extrêmement génial, c'est pour ça que c'était un penseur extraordinaire, c'était voilà, un HPI, hein, faut le dire. Il avait une vision complètement atypique, justement, par rapport à... Il pouvait transformer la société, c'est ce qu'il a fait. Il pouvait transformer l'humanité, amener quelque chose à l'humanité qui n'était pas déjà présente, même si toutes les bases sans doute étaient là. Il est le résultat de tout ce qu'il a lu, tout ce qu'il a compris, tout ce qu'il a entendu, etc. Mais c'est proprement génial. Et effectivement, il a compris le rôle justement de l'intellectuel, ce qu'il doit faire avec ce qu'il ressent de la souffrance du peuple. Le peuple souffre de telle et telle et telle chose. Et lui, en tant qu'intellectuel, il veut amener quelque chose de nouveau pour aider le peuple à s'émanciper, pour aider le peuple à évoluer, etc. Et c'est ce qui tire l'humanité vers cette ultime perfection dont je parle et qui réussira dans 3, 4, 5 siècles. Voilà, quand on y parviendra, on parviendra à ça. On y travaille. Ce mécanisme, il travaille de manière intuitive. Maintenant, on peut commencer à envisager de le travailler de façon consciente. Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute. Si vous voulez soutenir ce travail et si vous pensez que c'est important que l'humanité prenne conscience de ce qu'elle réalise inconsciemment, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez écrire des commentaires, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net, il y a le lien en dessous dans les vidéos, et tout ça augmente la visibilité progressivement de ce site, voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin et qui aura fait son travail quand ça sera le temps de le faire correctement. Merci de votre écoute, à bientôt.